Épisode 3 de koh le totem maudit. Bonjour à tous. On commence cette vidéo en parlant un petit peu des conditions climatiques auxquelles sont soumis les aventuriers dans ce début d'aventure. Ensuite, on enchaînera rapidement sur les épreuves qui, comme souvent dans koh ont été très réussies à mon avis dans cet épisode et surtout, on peut en tirer quelques enseignements. En plus, les nouvelles règles ont le bon goût de donner beaucoup d'importance à ces épreuves et on va le voir assez directement avec Luana qui se met bien et Yannick qui se met quand même un peu moins bien. Ensuite, on va essayer bien évidemment d'analyser les résultats du vote avec finalement une situation assez simple. Et enfin, pour terminer, comme on en est quand même au troisième épisode, il est grand temps que je vous donne mon pronostic pour la victoire finale. Alors oui, les conditions de ce début de koh sont vraiment pas faciles. Je me rends pas compte s'il fait froid, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il fait très humide. Et ça, c'est quand même pesant à la longue d'être mouillé tout le temps. Parce que même s'il fait pas particulièrement froid, en fait, quand vous êtes mouillé, vous avez froid et c'est insupportable. Pour peu que l'air soit un peu humide aussi, vos affaires, elles sèchent pas super bien. Et surtout, le premier problème, ça reste quand même de faire le feu. Même avec un allume-feu, il galère quand même pas mal. Le feu, c'est quand même super important. Et puis surtout, au niveau de la physionomie du jeu aussi, ça peut avoir une importance. On sait que ça peut jouer un rôle important pour la cohésion de l'équipe ou au contraire mettre quelqu'un complètement sur la sellette parce qu'il a un comportement déplacé vis-à-vis du feu. Le fait de veiller sur le feu aussi la nuit, ça peut faire naître des tensions. Là, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a quand même eu une technique assez intéressante chez les rouges. Ils ont fait une espèce de boule de paille, un peu comme on voit dans les westerns. Et c'est vrai que ça m'a paru être une bonne idée parce que ça permet d'avoir un peu de paille, mais surtout beaucoup d'air. Ça permet de laisser respirer le feu, d'apporter de l'oxygène tout simplement pour pas que la flamme s'éteigne. Et puis le fait qu'il fasse une espèce d'âtre dans du sable pour pouvoir protéger le feu et on a même vu qu'ils avaient fait un trou secondaire dans le sable pour pouvoir souffler, par lequel ils pouvaient souffler par en dessous, souffler en dessous du feu. Donc ça, j'ai trouvé ça super ingénieux et on voit que finalement la difficulté fait qu'ils auront jamais réussi à faire du feu eux-mêmes, ce qui paraissait quasiment impossible au vu des conditions. Donc on pourrait dire bon bah voilà, ils ont eu un allume-feu, c'est quand même moins glorieux quoi d'arriver à allumer un feu avec un allume-feu. Mais d'un autre côté, on voit que rien que pour garder le feu, il faut faire preuve d'ingéniosité et le recours à ce genre de technique, c'est toujours quelque chose qui fait plaisir à voir dans koh. On a aussi pu voir que Colin a volé un peu la vedette à Stéphanie pour faire le feu. Stéphanie qui s'était mise en tête de montrer un peu aux autres comment faire, elle a réussi plusieurs fois à obtenir une flamme mais elle n'a jamais réussi à la garder et c'est Colin finalement qui a réussi à faire une vraie flamme et à entretenir les choses proprement autour. Et tout ça, c'est pas très bon pour Stéphanie parce que déjà on l'a vu, elle était en difficulté sur l'épisode précédent et finalement elle n'a pas réussi à concrétiser sa mainmise sur le feu au début de l'épisode. Finalement c'est Colin qui a réussi à faire le feu, c'est lui qui entre guillemets tire les honneurs, même si bien sûr le reproche n'a pas été fait directement à Stéphanie, mais une fois de plus avec sa personnalité aussi, moi je me suis dit que elle n'avait pas forcément une attitude très humble vis-à-vis du feu, elle avait le truc et elle essayait de montrer aux autres ce qu'il fallait faire, oui attention on peut le perdre, enfin elle était un petit peu donneuse de leçons et je suis pas sûr que ça puisse pas lui porter préjudice pour la suite. Et on enchaîne avec deux très belles épreuves dans cet épisode. Et les épreuves, on va les prendre dans le désordre, en commençant par l'épreuve d'immunité. Et je l'ai trouvé très intéressante cette épreuve, tout simplement parce qu'elle était serrée et avec des retournements de situation. Dès le début, c'est les rouges qui prennent le dessus avec une très légère avance, mais on voit que les jaunes sont aussi bien dans le rythme et ne se laissent pas distancer. Et puis sur le retour, après avoir été chercher la vasque, on a vu que les rouges ont clairement fait le trou parce que tout simplement, les jaunes ont fait des erreurs, ont commis des erreurs. Deux erreurs majeures quand le porte-feu doit passer entre les deux palissades et que les aventuriers doivent rester à l'extérieur et donc porter le porte-feu au travers de la palissade, ils l'ont fait tomber une ou deux fois, ce qui leur a fait perdre quand même pas mal de temps. Et puis, une nouvelle erreur au moment d'enflammer l'allumette, tout simplement la torche s'est éteinte sur le trajet. Donc une fois de plus, c'est pas énorme, mais ça fait perdre un petit peu de temps, il faut aller rallumer la torche et enfin refaire le trajet jusqu'à l'allumette. Donc ça, c'est pas génial non plus. Et pourtant finalement, grosse erreur des rouges qui ont cru qu'ils étaient en train de
brûler la cordelette avec leur allumette pour pouvoir progresser dans l'espèce de labyrinthe, mais ils étaient mal placés. Apparemment, la flamme ne touchait tout simplement pas la cordelette. Ils ont perdu énormément de temps à attendre que ça brûle. Ben, ils pouvaient attendre longtemps hein, avant qu'ils se rendent compte, ça a mis un certain temps. Pendant ce temps, les jaunes ont été beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces dans le labyrinthe, et puis ils ont réussi à brûler les cordelettes tout simplement assez rapidement, et c'est ce qui leur permet de remonter un peu contre le cours du jeu, contre l'idée qu'on aurait pu se faire du jeu au vu du début de l'épreuve. Mais voilà, ils ont réussi à être plus performants dans la partie clé finalement, et ils ont réussi à remporter cette épreuve avec donc une très belle remontée. Le confort maintenant, alors confort individuel, moi je suis pas trop fan, j'avoue que j'aime beaucoup cette partie en équipe parce qu'elle met en valeur la capacité des aventuriers à s'organiser, et je trouve ça super intéressant à voir dans koh, et puis c'est aussi ce qui permet tout simplement, grâce à la phase en équipe, de se constituer une base solide pour après être en position de force dans la phase individuelle. Donc bon, une épreuve individuelle au milieu, moi en principe ça me plaît pas trop. Après il faut reconnaître que c'était une très belle épreuve avec en particulier un très beau duel entre Luana et Anne-Sophie. Alors Denis dit vous avez pas l'air fatigué Luana, bon je sais pas trop l'impression que j'ai eu, en tout cas elle a pas mal transpiré, ça c'est sûr. Elle avait les bras qui tremblaient, elle grimaçait pas mal, donc non je pense pas que ça ait été une victoire très facile pour elle. Et puis un peu plus bas dans le classement, il y a aussi des trucs intéressants qu'on peut dire, et en particulier la performance de Jean-Philippe, qui encore une fois est très bon sur cette épreuve. Il a en particulier réussi à battre Bastien, et ça je trouve ça quand même impressionnant. Moi j'avais mis en avant la performance incroyable de Bastien sur l'épreuve des plans inclinés dans l'épisode précédent. Là il apparaît clairement que Jean-Philippe a été beaucoup plus à l'aise. C'est les deux derniers hommes à être restés sur cette épreuve, et pourtant on voyait Bastien complètement voûté, qui tremblait, qui a été vraiment au bout de lui-même sur cette épreuve, hein. Il était vraiment dans le mal, il n'a pas du tout laissé la victoire à qui que ce soit, et pourtant Jean-Philippe, bras tendu avec des bras beaucoup plus épais, donc a priori beaucoup plus lourd à maintenir en l'air, a réussi à tenir sensiblement plus longtemps et paraissait bien plus à l'aise sur cette épreuve. Donc grosse capacité physique pour Jean-Philippe en ce début d'aventure en tout cas. Et puis ce qui est pas mal, c'est qu'avec ces nouvelles règles, ils ont réussi à donner un vrai poids à ces épreuves pour le cours du jeu. Alors c'est vrai que Totem Maudit, je suis pas forcément fan, en tout cas je suis réservé parce qu'une fois de plus, on sait pas trop ce que ça va donner. C'est un peu la production qui se réserve le droit de appliquer le Totem Maudit à telle épreuve et pas à telle autre, et puis en quoi consiste le totem maudit aussi, ça c'est toujours à la discrétion de la prod on va dire. Donc ça je suis pas forcément fan parce que les aventuriers une fois de plus ne peuvent pas faire des prévisions, des prédictions, essayer de jouer en fonction des règles vu qu'ils ne les connaissent pas à l'avance. Pareil, le bracelet, finalement le bracelet ça me semble peut-être un peu fort. Là Yannick qui a 2 bracelets, ça va quand même être compliqué pour lui. Alors certes c'est le fait qu'il soit arrivé 2 fois dernier dans une épreuve physique, et ça c'est normal en fait d'être pénalisé par ça, ça me paraît être une bonne idée. Mais là 2 bracelets jusqu'à la réunification, ça va quand même être super compliqué. En plus, il est censé justement apporter beaucoup à son équipe grâce à son physique, grâce à sa puissance, ce qui avait été un peu le cas dans l'épreuve des élastiques d'ailleurs, mais bon, il n'empêche qu'il a beau avoir été très bon dans l'épreuve des élastiques, ça lui a pas enlevé un de ses bracelets, hein. Maintenant il se retrouve avec 2 bracelets jusqu'au bout. Et puis, il a montré quand même une personnalité pas forcément super facile. Quand Denis lui demande de réagir au fait qu'il a 2 bracelets, moi je trouve pas ça super fin, je trouve qu'il se met beaucoup en avant, il utilise une métaphore de l'animal blessé, il en fait des tonnes en fait sur sa personne, il dit que maintenant il va falloir se méfier de lui. Ça me semble être quand même un manque de lucidité. Enfin, la moindre des choses, c'est quand même de dire ça va être compliqué pour moi. Enfin, on a l'impression qu'il n'a pas vraiment conscience qu'il va se taper 2 votes contre lui supplémentaires jusqu'à la fin, jusqu'à la réunification en tout cas. Tout ça pour dire que le fait que la dernière place soit pénalisée, je trouve ça excellent en fait. Après, la forme, effectivement, le totem maudit, les bracelets, je sais pas, il y a peut-être quelques ajustements à faire quand même, mais le fait qu'il y ait au moins une voix en plus au conseil suivant pour la personne qui termine dernière à l'épreuve, je trouve que c'est une très bonne idée. Ça pousse tout simplement les candidats plus faibles physiquement à se battre
pour ne pas arriver dernier. Et pour moi, ça peut que être positif. Et je pense d'ailleurs que ça devrait être généralisé. Tout simplement, je disais, le problème, c'est que les candidats savent pas à quoi s'attendre, du coup, ils peuvent pas jouer convenablement. Mais pour moi, il devrait y avoir systématiquement, à toutes les épreuves, une voix contre la personne qui termine en dernier, et pas d'épreuve éliminatoire, parce que ça, typiquement, à mon avis, c'est juste trop fort. Ça a trop d'influence sur le cours du jeu, et puis comme ça arrive une fois de temps en temps, on sait pas trop à quoi s'en tenir. Par contre, une voix contre le dernier, ça devrait pour moi être généralisé à chaque fois, à chaque épreuve. Les candidats le savent dès le début, avant même de poser les pieds sur l'île, que le dernier de chaque épreuve aura une voix contre lui au prochain conseil, et comme ça permet de voir les stratégies en fonction et de se donner à fond, même si on est a priori pas favori. Mais bon, sous la forme actuelle, c'est quand même pas mal, parce que donc on l'a vu, Yannick 2 fois dernier qui se met dans une position très très délicate pour la suite de l'aventure, et puis Luana qui arrive à gagner cette épreuve de confort. Elle arrive d'abord, le truc le plus terre à terre, à donner 1,5 kg de riz à son équipe. Donc ça forcément c'est quelque chose pour lesquels ils seront reconnaissants, parce que c'est quand même elle qui est allée la chercher cette victoire. Et elle est allée la chercher et tout le monde peut en profiter. Donc ça c'est excellent pour sa position dans son équipe. Ensuite, c'est elle qui constitue l'équipe. Donc déjà, forcément, elle va se mettre avec des gens qu'elle aime bien, des gens qui vont la soutenir, des gens avec qui éventuellement elle a déjà créé des affinités. Un autre avantage qu'elle avait, c'est qu'elle a pu choisir en premier par rapport à Anne-Sophie, et elle a très bien utilisé cet avantage parce que en évitant de choisir Yannick, elle a évité qu'il y ait 2 bracelets dans son équipe, donc éventuellement 2 bracelets qui auraient pu lui retomber dessus. Donc voilà, elle a eu la victoire et elle a utilisé l'avantage de la victoire, à mon avis, à son plein potentiel. Et enfin, les avantages un peu plus entre guillemets psychologiques, c'est que je pense qu'être chef, ça lui plaît. Enfin, elle avait vraiment l'air contente de constituer sa propre équipe. Et puis le fait qu'elle ait gagné cette épreuve, qu'elle soit allée chercher cette victoire, ça augmente l'estime des autres candidats à son égard dans cette aventure, et ça, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, on va s'intéresser d'un peu plus près aux résultats du vote de cet épisode. Mais avant, petit rappel, si vous aimez le contenu de cette vidéo, n'oubliez pas le petit abonnement et le petit like. Je pense que finalement la situation était assez claire. J'ai cru personnellement qu'on allait avoir des surprises au moment du dépouillement, en particulier vu ce qui s'est passé au conseil, mais je pense que ça a été tout simplement mis en scène pour nous inciter à croire que justement il y aurait des retournements de situation. Mais ce qui s'est passé, c'est que Denis a essayé d'obtenir une réaction de la part de Samira. On le voit, il pose des questions, elles sont faites pour ça. Et finalement, Samira a été assez vague dans sa vision de l'équipe. Elle n'a pas répondu de manière très tranchée, très nette. Après, ce qui s'est passé, c'est que Denis a posé des questions aux uns et aux autres, des questions un peu bateau, et il est revenu plus tard vers Samira en lui redemandant si elle pensait qu'il y avait des déséquilibres dans cette équipe. Et cette fois-ci, Samira s'est un peu lâchée, c'est-à-dire qu'elle a résisté la première fois et puis finalement, elle a fini par citer des noms, parce que Denis, dès qu'on lui dit déséquilibre dans l'équipe, il demande des noms. Évidemment, il n'y a que ça qui est intéressant quand ça balance des noms. Et donc, lors de cette deuxième tentative, elle a commencé à dire que Pauline et Géraldine étaient moins intégrées, etc. Et ça, forcément, vous attirez pas la sympathie des personnes concernées, hein, même si elles ont beaucoup de recul sur l'aventure. Sur ce, on note quand même que François et Jean-Philippe ont surenchéri sur le fait que non, c'était pas vrai, que en fait ils étaient tous des lions, que tout le monde se battait à fond. Enfin voilà, c'était vraiment de la politique quoi. Ils ont compris le jeu, hein. À partir de là, faire les gros lèches comme ça, là oui, on est une équipe, on est super soudés, surtout on ne nomme personne, on dit des trucs positifs à ces bateaux qui n'engagent à rien, comme ça on ne froisse personne et on se est copains avec tout le monde. Ils ont tout compris au jeu, c'est la gestion en mode réseaux sociaux de l'aventure Koh-Lanta quoi. Et c'est vrai que quand on a vu Jean-Philippe voter, justifier son vote avant le dépouillement, c'est une séquence qui nous a été montrée avant le dépouillement, mais on a vraiment eu l'impression qu'il faisait payer à Samira son intervention pendant le conseil. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça m'a donné. Alors, je suis peut-être un peu naïf. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'était pas du tout ça. On l'a vu par la suite avec les résultats. En fait, les votes ont été le résultat de ce qui s'est passé bien avant sur l'île, à savoir que les rouges, en fait, étaient constitués de 5 ex verts et 4 ex bleus. Sauf que parmi ces 5 ex verts, il y a Pauline qui a une voix contre elle. Donc ça fait une voix en plus en faveur des ex bleus. Donc finalement, il se retrouve à 5 contre 5. Sauf que
il n'y a pas que des ex-verts et des ex-bleus, il y a un violet dans tout ça, un ex-violet, Jean-Charles, qui du coup a le pouvoir tout simplement de faire pencher la balance. C'est ce qui avait été prévu dès le début et c'est finalement comme ça que le vote s'est déroulé. Jean-Charles qui se range finalement du côté des ex-verts. Alors il y a quand même deux choses très intéressantes qui nous ont été présentées. D'une part, c'est l'ultimatum qu'a mis François à Jean-Charles. Alors, il l'a présenté de manière un peu subtile, c'est-à-dire qu'il lui a pas dit vote pas contre nous, sinon c'est toi qui vas te récupérer le bracelet. Mais c'était quasiment ce qu'il voulait dire, quoi. Et d'ailleurs, Jean-Charles l'a compris tout de suite et a dit moi, c'est pas quelque chose qui me plaît, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc finalement, je pense pas que ce soit franchement ça qui ait fait pencher la balance. Ce qui a fait pencher la balance, c'est Ambre, tout simplement. Parce que Ambre était chez les Violets, a fait une toute petite partie de l'aventure chez les Violets, et c'est là où elle est très très forte, c'est qu'elle s'est intégrée super vite, il lui a suffi de 3 jours pour s'intégrer parmi les Violets, et d'ailleurs, dès le deuxième épisode, donc l'épisode précédent, on avait pu, je l'avais mentionné d'ailleurs, on avait pu entendre qu'il y avait une alliance entre Bastien, Anne-Sophie, Yannick, Jean-Charles et Ambre. Donc à partir de là, il ne restait plus que 2 personnes, il ne restait plus que Mathéo et Stéphanie pour le vote de l'épisode précédent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans ce petit monde-là, il y avait Jean-Charles et Ambre, et Jean-Charles a admis d'ailleurs qu'il votait en suivant Ambre. Donc finalement, grosse prouesse sociale d'Ambre qui a pas fait beaucoup de bruit, mais qui a finalement beaucoup d'influence dans cet épisode. Et puis ce qu'on peut dire aussi, c'est que ça confirme le fait que Jean-Charles n'est pas confortable avec le fait de suivre quelqu'un. Je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, il me semble, et c'est vrai que lui, il veut voter en son âme et conscience, il l'a encore dit, il dit moi voter parce que Ambre me dit de voter comme ça me plaît pas trop, et donc on sent que ça fait partie de sa personnalité, c'est quelque chose qui influencera son vote jusqu'à ce qu'il ait plus à voter, quoi, jusqu'à son élimination.